En regard de ces résultats présentés, analysons maintenant le projet avec 3 panélistes chevronnés en la matière. Nous entendrons des initiatives transfrontalières et de belles expériences ayant permis de tisser des liens avec des organisations de l'autre côté de la rivière. On abordera également les bénéfices de ces expériences, les défis rencontrés dans la mise en œuvre, que ce soit un projet, une activité ou autre, et comment pourrait-on en maximiser les effets. Alors, autour de cette table virtuelle, nous recevons Madame Catherine Marchand, directrice du module de l'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Gatineau et membre du comité de direction de l'ODO. Au cours des 43 dernières années, elle a développé une vaste expertise sur la question frontalière en Outaouais ainsi qu'en matière de planification urbaine et régionale et en analyse économique. Monsieur Alain Migualez, gestionnaire des politiques d'urbanisme de la Ville d'Ottawa. Possédant plus de 19 ans d'expérience à la Ville d'Ottawa, il est au fait des impacts et des opportunités engendrées par la situation transfrontalière. Et Madame Cindy Phillips, directrice du développement économique de la MRC de Pontiac, elle a participé activement au développement et à la promotion non seulement du Pontiac et de la vallée de l'Outaouais, mais aussi de l'Est de l'Ontario dans son ensemble. Alors, ça promet. Et pour animer ces échanges, vous aurez le plaisir d'entendre le professeur titulaire au département des sciences sociales de l'UQO et directeur scientifique de l'ODO, reconnu pour ses travaux de recherche et ses publications sur la planification urbaine et métropolitaine, l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et le développement durable des territoires. Accueillons M. Mario Gauthier. Merci, Véronique. D'abord, j'aimerais remercier nos 3 panélistes d'avoir accepté de contribuer à cette discussion qu'on aurait aimé avoir peut-être de façon plus publique, mais compte tenu des circonstances actuelles qui se fera en mode virtuel. J'aimerais aussi remercier Chantal pour l'excellente présentation des résultats qui, comme vous avez vu, le rapport est assez volumineux. Donc, ça représentait un défi de présenter ces résultats de façon transversale et Chantal l'a très bien fait. Alors, pour la discussion, on aimerait procéder en 2 temps. D'abord, un questionnement sur des initiatives et des collaborations transfrontalières qui, certaines ont été évoquées dans la présentation de Chantal tout à l'heure. Donc, je vais demander à nos 3 panélistes de nous donner un peu plus de détails sur ces collaborations, sur ces initiatives. Et puis, on fera peut-être, si le temps nous le permet, j'espère, un 2e tour d'écran qui se consacrera peut-être davantage sur les défis rencontrés et comment surmonter ces grands défis-là et tenter de pérenniser les collaborations et les rendre peut-être un peu plus probantes et performantes. Donc, j'inviterai peut-être un premier tour de table. J'aimerais donner la parole à M. Miguelez, qui a été présenté tout à l'heure par Véronique. Monsieur Miguelez, au cours des dernières années, vous avez œuvré à la mise à jour du plan officiel, l'équivalent du plan d'urbanisme du côté québécois, du plan officiel de la Ville d'Ottawa. Et dans ce travail-là, je pense qu'une initiative a été développée autour du cœur métropolitain en collaboration avec la Ville de Gatineau. Donc, je donnerai l'opportunité, M. Miguelez, de nous parler de cette expérience-là et peut-être que Mme Marchand pourra ensuite réagir et compléter. M. Miguelez. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bonjour. Merci, Mme Leblanc, Mme la préfète, M. le doyen. J'aimerais commencer par remercier l'ODO et en particulier aussi vous transmettre les salutations de M. le maire Jim Watson et de notre directeur général, M. Steve Willis, dont je suis le délégué ce matin. C'est un grand honneur pour moi d'être l'invité à ce panel. Et oui, je voudrais profiter de l'occasion de partager avec vous le travail qu'on a fait avec nos collègues de la Ville de Gatineau. Je suis au service d'urbanisme de la Ville d'Ottawa et mes collègues gatinois et nous sommes penchés sur la question du centre ou du cœur métropolitain. Pour nous, ça faisait partie de toute la démarche de refonte. On fait une refonte complète de notre plan officiel qui est l'équivalent du plan d'urbanisme pour les municipalités québécoises.
En Ontario, nous avons maintenant, depuis très peu de temps d'ailleurs, l'autorité qui nous a été donnée par la province de planifier pour 25 ans au lieu des 20 ans qu'on avait d'habitude. Donc, il y a eu quelques changements dans les lois et ça nous a donné un horizon un peu plus long. Je vais laisser Mme Marchand parler de diverses initiatives en développement économique, mais je pense que de notre côté, ces récentes initiatives conjointes en développement économique ont mis en lumière peut-être toute une question de positionnement conjoint qu'on voulait réaliser entre les deux villes-centres de la grande région qui a été décrite par la présentation. Le plan officiel d'Ottawa, c'est un document qui encadre la croissance et l'évolution de notre ville, donc pour les 25 prochaines années. Et on s'est posé quelques questions clés qui ont abouti à l'adoption par le conseil municipal de ce qu'on appelle les 5 grands changements. On prévoit 5 façons très différentes de penser à la croissance de la ville. L'une d'entre elles, la première, concerne la densification du territoire. La deuxième concerne la mobilité. La troisième concerne le design urbain, la qualité du design urbain et de l'architecture à plusieurs échelles. La quatrième est une question conjointe aussi. C'est une question de résilience, non seulement environnementale et climatique, mais aussi sociétale et à plusieurs niveaux. Et finalement, la cinquième, c'est de penser différemment en termes de développement économique. La présentation a mis en lumière la situation de dépendance et de manque de diversification que nous vivons à Ottawa et dans la grande région en général. Et ça nous a interpellés quand on a fait les projections de population et on fait les exercices de projection de population aussi en consultation avec nos partenaires de Gatineau pour voir combien de gens nous anticipons en termes de croissance de population, non seulement pour notre territoire, mais pour le grand territoire métropolitain des deux côtés de la rivière. On s'est rendu compte qu'on a besoin de préparer la ville d'Ottawa à atteindre les 2 millions d'habitants et de commencer à penser à la grande région en termes d'une population de 2 à 3 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire que l'horizon de 25 ans, c'est un premier horizon, mais le temps ne s'arrête pas à 25 ans. Il y aura une 26e année, une 27e année, et on voulait que notre plan puisse penser au-delà. Donc, on veut penser en termes d'une région qui va atteindre les 2 à 3 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Et en regardant, comme vous l'avez dit dans la présentation, le panorama national, on était jusqu'à il y a récemment la 4e agglomération en importance démographique. On veut reconquérir le 4e rang. On veut d'ailleurs commencer à rejoindre Vancouver et menacer leur position de 3e rang un jour. Mais toutes ces questions-là nous ont forcés à reculer un petit peu et à regarder la position d'Ottawa, c'est-à-dire pas seulement en termes de sa centralité régionale, mais en termes de sa centralité envers la méga-région qui consiste, qui comprend tout le couloir entre Toronto et Montréal. C'est la plus grande méga-région économique du Canada. C'est une méga-région qui a en ce moment à peu près 14 millions d'habitants, qui aura 18 millions d'habitants d'ici les 25 prochaines années, et dont nous sommes le centre. Et comme le disait Mme Leblanc, et comme le disait, comme l'a souligné la présentation, il y a plusieurs exemples à travers le monde, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, où il y a reconnaissance et coordination entre plusieurs entités municipales qui forment un couloir économique. Qu'on pense à la région de Strasbourg en France, qui déborde la frontière française et qui englobe des municipalités allemandes, qu'on pense au couloir New York-Philadelphie, qu'on pense au couloir Londres-Manchester au Royaume-Uni. Il y a des couloirs économiques et nous sommes le plus grand au Canada et Ottawa-Gatineau et la région de l'Est ontarien et de l'Outaouais est au centre de ce couloir économique. Alors ça, c'est la première perspective et ce qu'on a fait, disons, au niveau du début d'une planification conjointe, c'est de commencer par regarder au centre-ville. Et on a pour la première fois dans notre histoire municipale une carte dans le plan officiel d'Ottawa et il y a une carte équivalente dans le plan d'urbanisme de la ville de Gatineau qui délimite le centre-ville métropolitain.
Ça va de soi qu'on n'a pas de politique du côté d'Ottawa qui touche la ville de Gatineau ni vice-versa, mais c'est quand même non seulement un geste symbolique, un geste d'amitié, mais c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de penser à cet espace de centre-ville métropolitain, d'en parler comme une entité, de la positionner comme étant l'un des principaux centres-villes urbains au Canada et d'en sortir des chiffres. Quelle est la population du centre-ville métropolitain? Combien d'emplois se trouvent dans le centre-ville métropolitain? Combien d'atouts culturels? Combien de lieux de diffusion culturelle et artistique? Combien de restaurants? Combien de capacités en centre de congrès? Combien de stations de transport en commun? Comment est-ce qu'on en fait un portrait pour le positionner? Alors ça, c'est un des avantages et un des atouts qu'on voit comme étant émergent juste du fait d'avoir cette cartographie, mais aussi pour pouvoir parler conjointement de certains défis qui interpellent les deux municipalités. En termes de design urbain, j'ai choisi mon fond d'écran volontairement pour voir, encore une fois, mettre en évidence le fait que nous voyons mutuellement des deux côtés de la rivière. Et il y a des dimensions de design urbain qui dessinent la silhouette métropolitaine du centre-ville, qui nous interpelle tous les deux comme municipalité. Et la collaboration que nous avons connue à travers le dossier Zibi était assez unique. C'est un territoire, dans le fond, qui représente un tissu urbain par-dessus l'eau, sur des îles, qui rassemble les deux villes. Donc, la rivière ici, à travers ces îles, est un élément rassembleur plutôt qu'une frontière physique. Et c'était vraiment unique comme collaboration. Et finalement, je pense que chez nous, en tout cas, et je crois aussi chez nos amis de la ville de Gatineau, il y a une volonté finalement de prendre un petit peu notre place au soleil dans le panorama métropolitain canadien. Nous sommes un petit peu comme Bruxelles, qui vit entre Londres et Paris et qui est la capitale de l'Europe. Mais c'est, disons, le petit centre oublié, mais c'est le centre quand même, et qui a un rôle et une fonction de centralité capitale. Tout comme ici, nous sommes le centre politique du Canada, mais nous sommes le troisième, disons, le petit cousin entre les deux grandes villes. C'est une invitation à réfléchir à la façon dont on peut prendre en main notre centralité et nous donner les outils de nous positionner comme centre important au milieu ou disons, comme élément central du couloir économique principal du Canada. Merci. Merci beaucoup, M. Migueles. Je pense que ça lance bien la discussion. J'inviterais peut-être Mme Marchand à réagir et à compléter là, sur le cœur métropolitain. Je sais que du côté, on a évoqué tout à l'heure dans la présentation tout le potentiel du secteur des hautes technologies. On a aussi du côté québécois, du côté de la ville de Gatineau, un projet qui est associé à la zone d'innovation qui touche effectivement le territoire là, du secteur Zibi, mais aussi le secteur de la fonderie, le pôle de l'UQO. Donc, Mme Marchand, peut-être pour compléter le propos de M. Migueles sur le cœur métropolitain et des collaborations, je dirais, transfrontalières, des initiatives transfrontalières entre les deux villes. Je pense qu'Alain a fort bien décrit la vision et l'approche de la ville d'Ottawa et les visions communes que nous partageons et la nécessité de prendre bien conscience qu'on a effectivement un centre métropolitain. Historiquement, on faisait des cartes de chaque côté comme si la Terre était plate. La Terre s'arrêtait dans le milieu de la rivière. Donc, on ne voyait même pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était comme une tache grise, l'autre côté de la rivière. Et on faisait tous les deux des cartes comme si la Terre était plate. Donc, les symboles, parfois, sont très porteurs et ils apportent un changement. Ils reflètent aussi la prise en conscience que nous sommes unis, pour le meilleur et pour le pire, dans le développement de cette région-là. Un des enjeux que n'a pas abordé Alain, mais qui est bien sûr un enjeu qu'on vit plus directement dans le centre métropolitain, ce sont les enjeux de transport. Et je l'aborde très brièvement puisqu'un des participants a soulevé cette question-là. C'est là où se vit la problématique de la congestion, la problématique des mouvements pendulaires. C'est là où tout le monde tente de traverser de part et d'autre pour travailler, pour s'éduquer, pour les loisirs, pour le commerce.
de prendre conscience qu'on ne peut pas traiter de la question du transport comme si la Terre était plate, ça nous amène à des réflexions différentes. Et c'est certain que, par exemple, le dossier du corridor structurant de l'Ouest est un dossier qui nous amène à réfléchir autrement et à développer davantage nos connaissances. Mais je me permettrai une parenthèse par rapport à la présentation que nous avons eue et à tous les efforts de recherche qui ont été faits. Ce qui est pour moi, après 43 ans, rafraîchissant et très intéressant, c'est on ne parle pas de la frontière comme d'une barrière, on n'en parle pas comme d'un problème, on n'en parle pas pour soulever nos inégalités, notre rattrapage, mais on en parle par rapport à ce que ça représente comme atout. Comment cet ensemble forme un ensemble très riche sur lequel on a intérêt à travailler ensemble, collectivement. Et c'est très rare parce que normalement, très souvent, du moins du côté de l'Outaouais, quand on parle de la frontière, c'est pour revendiquer, c'est pour se comparer et pas nécessairement de façon positive avec l'autre rive. Si vous voulez, très rapidement, un cas concret d'initiative qui est venu du milieu, principalement du milieu des affaires, mais bien sûr appuyé par les équipes au niveau institutionnel, c'est lorsque Amazon a fait ses démarches à l'échelle de l'Amérique du Nord pour se trouver un nouveau siège social. Et ça a amené les partenaires des deux côtés de la rivière à se dire que justement, on avait intérêt à se positionner, comme le dit Alain, à l'échelle nord-américaine comme étant une agglomération urbaine importante et qui a des atouts très importants. Donc, ça a amené un ensemble de partenaires, que ce soit Investir Ottawa et la Ville d'Ottawa et Tourisme Ottawa, que ce soit Tourisme Outaouais, ID Gatineau et bien sûr le Secrétariat de développement économique de la Ville de Gatineau, plus un ensemble de partenaires de la communauté d'affaires, à bâtir un document, une soumission, une offre, pour tenter d'amener Amazon à venir choisir cette région pour son siège social. Nous n'avons pas remporté cette première bataille, mais ce que nous avons gagné dans ce processus, c'est une meilleure connaissance. Un de nos principaux défis, c'est notre méconnaissance mutuelle. Et Madame Phillips l'abordera probablement dans son intervention. Nous avons une méconnaissance mutuelle. Nous ne connaissons pas nos atouts, nous ne connaissons pas nos forces. C'est une des contributions importantes de cette étude, de les mettre en valeur. Et ce que ça a donné, on n'a pas eu le siège social, mais ça a donné à des collaborations qui se poursuivent entre ID Gatineau et Investir Ottawa, entre ID Gatineau, le Secrétariat au développement économique, les partenaires de Connexité, la zone d'innovation, où on va continuer les initiatives ensemble, notamment dans les secteurs de la cybersécurité. Donc, je laisserai peut-être la parole à Mme Phillips. Pardon. Même avec une année et plus d'utilisation de Zoom, j'ai parfois encore le problème avec la fonction mute. Désolé. Merci beaucoup, Mme Marchand, pour ce complément d'information. Effectivement, j'interpellerai peut-être Mme Phillips. On a beaucoup discuté de la question métropolitaine, du cœur métropolitain, des initiatives qui relèvent, je dirais, des deux grands centres urbains, mais notre territoire à l'étude est beaucoup plus vaste et couvre des territoires ruraux. Du côté de la MRC du Pontiac, il y a aussi ce type de collaboration, notamment avec le comté de Renfrew de l'autre côté. Pouvez-vous nous parler un petit peu des initiatives qui sont en cours, notamment sur des aspects de villégiature et de développement du récréotourisme? Madame Phillips. Oui, merci à M. Gauthier, à Mme Green, à Mme Doucette et à tous ceux qui ont rendu possible cette session ce matin. C'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, je vous propose un exemple de réussite rurale dans le créneau de tourisme et plein air qui s'associe à un projet qui présente des avantages économiques ruraux et urbains pour les deux provinces. Le projet du plus long pont du motoneige du monde. Ce projet met en évidence un avantage de l'Outaouais mentionné par Chantal plutôt à notre masse terrestre. Dans 2018-2019, District 1 de la Fédération
Club de motoneige d'Ontario ainsi que le siège de la Fédération ont approuvé le développement et l'ouverture d'une nouvelle piste de 35 km dans le district de la West Carleton Snowmobile Trails Association. Et l'achèvement de ce sentier a soutenu l'achèvement d'un nouveau pont de 1600 pieds pour motoneige sur la rivière de l'Outaouais, afin d'attirer des motoneigistes de l'Ontario vers les sentiers du Québec, dans l'Outaouais et à travers l'ouest du Québec et au-delà. Ce nouveau sentier offre des possibilités touristiques à 7 clubs de motoneige de l'Outaouais et à chacune des 4 MRC dans l'Outaouais. La MRC de Pontiac a pu s'associer à ce projet avec une contribution de 40 000 $, dont la moitié provient du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Porte d'entrée géré par Tourisme Outaouais. Ce qui a permis aux promoteurs d'obtenir un financement de contrepartie de la Ville d'Ottawa par le biais du programme de subvention pour le renforcement communautaire en milieu rural. Une contribution importante a également été apportée par le programme d'infrastructure Investir dans le Canada, ce qui signifie que ce projet a bénéficié d'un soutien de tous les niveaux du gouvernement dans les 2 provinces. Les partenaires privés ont complété le financement de ce projet d'une valeur de 409 000 $. Donc, c'est un projet très important pour toutes les régions. Bien, merci, Mme Phillips. Il y a d'autres projets qui ont été évoqués dans nos échanges préliminaires. Je pense à des collaborations sur la revitalisation des centres-villes dans l'après-pandémie. Donc, je sais qu'il y a des collaborations qui mènent à des réflexions sur comment envisager le rétablissement pour les centres-villes et puis peut-être le retour d'une partie des fonctionnaires au centre-ville. Il y a aussi, en tout cas, il y a d'autres collaborations. J'aimerais vous amener peut-être dans un deuxième tour de table à discuter un peu des défis que ça représente de collaborer. On a vu dans la présentation de Chantal Doucet que la présentation avait été, l'emphase de la présentation a été mise sur les opportunités de collaboration, sur les atouts que ça représente de travailler conjointement. Peut-être un deuxième tour de table sur les difficultés que ça pose, les défis que ça représente et comment peut-être commencer à travailler à lever ces obstacles à une collaboration fructueuse et à des collaborations davantage probantes. Peut-être que je donnerai la parole à Mme Marchand sur ce point. Vous avez évoqué la question du retour au travail au centre-ville. Depuis le mois de juin dernier, à l'invitation notamment du DG de la Ville d'Ottawa, nous avons formé un comité avec le gouvernement du Canada, les 2 sociétés de transport et les 2 villes, justement pour partager nos expériences par rapport et nos préoccupations par rapport au retour au travail. Car là où on est vraiment unis dans le centre métropolitain, c'est sur l'importance que représentent les travailleurs fédéraux dans nos centres, et on l'a vécu des 2 côtés de la rivière. Leur absence a été très, très dure et continue d'être très dure au niveau des commerces et des services qui ont une importante offre qui se destine à ces travailleurs-là. Donc, nous continuons de travailler. Nous aurons d'autres rencontres au cours du mois d'octobre pour voir comment on peut aligner nos politiques et comment on peut mieux miser sur un retour pérenne de ces employés qui sera peut-être pas qui ne se vivra pas comme avant. Vous me permettrez, avant, on avait avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. Maintenant, on a avant la pandémie et après la pandémie. Probablement qu'on ne vivra pas la présence fédérale de la même manière, mais chose certaine, ils vont continuer, ces employés-là et ces institutions-là, d'être des éléments très importants dans nos centres-villes. Les réponses, on ne les a pas. Du côté de Gatineau, vous le savez, il y a un plan de relance qui est en train d'être élaboré. On va travailler là-dessus, mais il y a un élément sur lequel on n'a pas de maîtrise, et c'est bien les décisions que prendront, non pas le gouvernement fédéral, mais de multiples ministères fédéraux
puisque ce sont des décisions prises ministère par ministère. Mais c'est un exemple de, il y a 2-3 ans, on ne se serait pas rencontrés pour parler de la présence fédérale au cœur métropolitain parce que la Terre était encore plate. Mais permettez-moi d'insister, Mme Marchand, en termes de défis que ça pose, ce type de collaboration, est-ce que vous pouvez toucher un mot sur... Je dirais que c'est pas tel... Dans ce cas-là, on est dans un partage d'informations, on explique quelles sont nos contraintes, quelles sont les conditions dans lesquelles on doit prendre des décisions. Évidemment, on est 2 villes, on est régi par des dispositions sanitaires qui sont différentes, qui sont fixées par des paliers différents. À Ottawa, la santé publique, c'est une compétence municipale, ce qui n'est pas une compétence au niveau des villes provinciales. Donc, déjà, d'apprendre qu'on a des compétences différentes, c'est un enjeu, il faut travailler avec ça. Mm-hmm. Je me permettrais de prendre un exemple différent. Vous avez parlé, Mme Doucet, dans votre présentation, de l'environnement et du fait qu'on partageait un bassin, le bassin de la rivière des Outaouais. Oui, on le partage. Oui, quand on fait des études hydrologiques, quand on étudie les inondations, c'est un bassin, mais il y a une frontière dans le milieu. Et quand on fait des analyses du côté québécois, on ne peut pas avoir d'aide financière pour aussi traiter le côté ontarien. Donc, il y a une... Et puis, c'est une rivière bizarre. C'est une rivière qui a 2 noms. C'est la rivière des Outaouais, c'est des Ottawa River. C'est probablement la seule rivière au Canada qui a 2 noms différents. Et elle a un nom algonquin que je ne sais pas prononcer. En fait, les 2 noms sont une déformation du nom algonquin d'origine. Mais chacun avec son accent, ça a donné Outaouais puis Ottawa. Oui. Mais on a une rivière extraordinaire. C'est une rivière qui a une frontière dans le milieu, mais du côté ontarien, c'est une rivière qui fait partie du patrimoine canadien, mais pas du côté québécois. Oui. Parce que le Québec ne l'a pas accepté. Donc, on a tous les deux, dans notre rencontre préparatoire, peut-être le défi commun, c'est que nous, notre défi, il est au bout de la 20 ou de la 40, selon le choix que vous preniez pour vous rendre à Québec. Et dans le cas de Ottawa, ils vivent un défi similaire par rapport à Queen's Park, au bout de la 401. Oui. C'est-à-dire qu'on est perçu comme unique parce qu'effectivement, on fait partie de la région de la capitale du Canada. On est une région frontalière, mais ça nous fait comme un peu des parents oubliés. Mais on peut travailler malgré ça et je pense que beaucoup des collaborations le montrent. Mais ce sont des choses où plus on va avoir des réussites, plus on va avoir des succès dans nos collaborations, plus on aura ouvert les yeux de nos 2 gouvernements. Merci. M. Miguelet, sur les défis, est-ce que, si on prend l'exemple du cœur métropolitain où on a évoqué le projet Amazon, du siège social Amazon ou d'autres types de collaborations, si vous aviez à nous présenter les principaux obstacles, les principaux défis? Je crois que les défis, ce sont les défis que nous devons lire conjointement comme les 2 partenaires principaux de la région et d'essayer d'y faire face de façon cohérente et de s'aligner le plus possible. Je pense que ce que Mme Marchand a évoqué concernant le retour au lieu de travail des fonctionnaires fédéraux, ça nous interpelle évidemment beaucoup. Dans un récent sondage, le taux d'inoccupation des espaces de bureaux est le plus élevé à Ottawa-Gatineau que dans les autres 6 grandes villes de plus d'1 million à travers le Canada. C'est une catastrophe. Mais on n'est pas tout seul. Et par exemple, si vous ouvrez le journal du samedi, l'édition du samedi du Toronto Star, vous allez voir peut-être en page 8 une annonce en pleine couleur de la province de Terre-Neuve qui invite les Torontois à travailler à distance à partir de Terre-Neuve parce que le coût du logement est tellement abordable à Terre-Neuve. Et c'est une photo magnifique d'une belle petite maison placée en flanc de falaise qui surplombe l'océan. On a vu aussi dans la présentation de Mme Doucet que les régions, les MRC et les comtés qui nous avoisinent, à Ottawa et Gatineau, commencent à penser de la même façon. Et nous, à la Ville d'Ottawa, une grande partie de notre territoire est rural. En fait, on a à l'intérieur de nos limites municipales un énorme territoire rural et une doléance de longue date du territoire rural
non seulement du côté d'Ottawa, mais partout dans l'Est ontarien, dans l'Outaouais, c'est la connectivité Internet. Il y a des limites claires et je pense que ce que la pandémie peut mettre en place, c'est une approche un peu plus systémique et une démocratisation de l'accès à l'espace virtuel à travers le territoire, et c'est une doléance légitime qui va pouvoir accélérer un développement économique auquel les MRC et les comtés ruraux aspirent depuis longtemps et ils ont tout le droit d'y aspirer. Par contre, du côté de la planification, nous, du côté d'Ottawa, on a reçu plusieurs questions à travers l'exercice du plan officiel, voulant peut-être re-questionner la question du resserrement et de la densification du territoire. On nous a dit, bon, maintenant que la pandémie a permis aux gens de travailler à domicile, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas relâcher le périmètre d'urbanisation, permettre une urbanisation des campagnes, permettre à plus de gens de s'installer en campagne? Ça nous a interpellés parce que l'appel était très fort de la part de certains milieux ruraux. Et on a dû faire quelques calculs et en fait, on s'est aperçu que la pandémie ne change rien aux coûts municipaux qui doivent être portés pour une dispersion de la population. Villégiature, c'est une chose, mais dispersion sur les territoires, c'est une autre chose. Et c'est un enjeu qui est, je pense, magnifié par les coûts qu'on a dû soutenir à travers la pandémie. Nous, de notre côté, je veux dire, le manque à gagner pour OC Transpo est catastrophique aussi. Au moment même où on vient d'ouvrir l'eau-train et qu'on est en train de le prolonger, on se prépare à avoir un réseau sur 4 lignes et presque 40 stations. Ce sont des investissements structurants sur lesquels on mise et pour lesquels on a besoin d'une masse critique. Alors, l'encadrement de l'approche de peuplement du territoire doit être vu autant en lumière des coûts municipaux qu'en lumière des aspirations plus de nature villégiature. On attend, et c'est trop tôt pour le dire, où vont aboutir les choses du côté de la formule de travail et des permissions de télétravail. Si c'est une formule hybride qui permet à certaines personnes de travailler 1 ou 2 jours par semaine à la maison, mais d'avoir un bureau au centre-ville ou dans un lieu de travail, je pense qu'on pourra retrouver une certaine normalité et c'est ce que semblent suggérer les pays qui sont devant nous, comme la Nouvelle-Zélande, en termes de sortie de pandémie. Mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Moi, je vous dirais qu'entre les 2 grandes villes et le grand territoire, on doit commencer à penser en termes d'outils structurants de croissance et de bien veiller à ne pas faire un usage peut-être sous-optimal des infrastructures et des services municipaux qui coûtent si cher à tout le monde. Mm-hmm. Merci, M. Migueles. Jusqu'à présent, dans notre discussion, il me semble en tout cas qu'on a traité un petit peu de façon séparée la question plutôt urbaine, métropolitaine, et puis la question de la ruralité. Est-ce qu'il n'y a pas, Mme Phillips, je l'interpellerai peut-être de ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas, on a vu la présentation de Chantal Doucet tout à l'heure, autour d'un territoire qui est extrêmement vaste, qui comporte à la fois des zones urbaines et des zones rurales, des zones de très forte dévitalisation avec des zones très prospères sur le plan économique. Comment on peut envisager ce territoire-là dans sa globalité en termes d'attractivité du territoire? Est-ce que du côté de la MRC de Pontiac, par exemple, et des autres MRC plus rurales, il y a une réflexion conduite de ce côté? Je dirais oui, certainement. Par rapport aux défis spécifiques, Mme Marchand avait mentionné le problème de ne pas se connaître et de ne pas vraiment communiquer au mieux de nos capacités. Donc, je voulais peut-être aborder ces enjeux-là, si vous me permettez. Absolument, allez-y. OK. On est toujours dans une discussion sur les défis qui se présentent à nous dans les initiatives de collaboration interprovinciale. Donc, j'ai parlé tantôt du projet du pont. Donc, outre les avantages économiques évidents,
que ce pont apporterait aux deux côtes de la rivière. Selon moi, l'un des avantages les plus intéressants est peut-être l'ouverture des lignes de communication afin de mieux se connaître et se comprendre. Après que le financement pour ce projet a été sécurisé, j'ai senti qu'il était important de réunir tous les groupes de VTT et de motoneige des deux côtés de la rivière afin d'ouvrir le dialogue entre eux et de donner l'occasion d'apprendre des meilleures pratiques. Donc, le 6 avril de cette année, la toute première réunion interprovinciale sur les sentiers motorisés a eu lieu avec 16 participants représentant plusieurs organisations de motoneige et de VTT de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. Donc, cela a créé une relation pour de futures collaborations au bénéfice, évidemment, de tout. Donc, je voulais partager cette suivi avec vous aujourd'hui. Oui. Effectivement, l'enjeu est peut-être de pérenniser ces collaborations-là. Est-ce que M. Migueles, Mme Marchand, vous avez quelque chose à ajouter sur comment pérenniser les collaborations? Si je peux me permettre, je pense que ce que Mme Marchand a signalé un peu plus tôt, ça demeure notre grand défi. Il faut apprendre à se connaître. Nous sommes des grandes bureaucraties. Tout le monde est occupé. Tout le monde a du pain sur la planche. Et je crois que ce qu'Amazon nous a permis de faire, c'est de commencer à entabler des dialogues un peu plus réguliers et de commencer à partager des dossiers. Je pense que du côté du développement économique, du moment qu'on commence à prendre conscience des outils de positionnement que nous avons en commun, on peut commencer à développer des ordres du jour et des plans de travail conjoints qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec des dossiers précis. Et je pense aussi on évoquait ça à notre réunion préparatoire, on a pendant très longtemps, je crois, peut-être attendu que le gouvernement fédéral s'occupe de venir nous réunir et de venir nous faire parler, de venir faire les choses pour nous. Il ne faut pas se méprendre, on est très content de notre collaboration avec la Commission de la capitale nationale. Ce sont des professionnels exceptionnels qui ont un mandat très clair et avec lesquels on travaille très bien, mais je pense que comme municipalité, c'est à nous de nous prendre en main pour nous parler, pour développer des projets conjoints et pour aller de l'avant sur des dossiers précis. Et entre équipes de staff, si vous voulez, de personnel municipal, c'est entre nos mains. Merci, M. Migueles. Mme Marchand? Je vais prendre ça sur... Effectivement, oui, on est tous pris dans différentes... comme fonctionnaires, mais aussi pour beaucoup de projets, pour un projet comme celui de Mme Phillips, l'énergie que ça demande pour aller chercher des sommes à gauche, à droite pour réaliser un projet comme ça demande énormément d'énergie pour des organismes qui ont relativement peu de ressources. Donc, lorsqu'on veut bâtir des projets comme ça, je prendrais, je me souviens plus si ça s'appelait les fêtes gourmandes, c'était pas ça, mais avec la table agroalimentaire, il y avait un événement annuel transfrontalier là, où on pouvait aller à la fois à un marché du côté du Québec et on traversait et on allait au marché du côté ontarien. Mais cette initiative-là, elle a fini par se transformer et les partenariats sont très difficiles à maintenir, surtout lorsque ce sont des petits organismes qui sont très dépendants de financement extérieur. Donc, ça, c'est une réalité là, que je pense qu'il faut tenir compte. Ça demande beaucoup d'efforts pour réussir. Mais je demeure en développement économique, c'est peut-être plus facile parce que les gens y voient un intérêt direct. Quand on parle d'aménagement du territoire, on est beaucoup dans la protection de notre juridiction. Et je me citerais moi-même il y a beaucoup d'années où j'avais dit au président directeur général de la CCN, « We love to hate the NCC ». Comme deux villes, nous adorons la CCN lorsqu'elle nous offre des beaux projets ou de l'argent pour en réaliser. Nous les détestons lorsqu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Oui. Et c'est une relation amour-haine que nous avons avec la CCN. Et ça se vit, mais on doit la travailler au niveau
ça se travaille beaucoup au niveau des relations interpersonnelles, dans le respect de nos fonctions mutuelles, et je pense que c'est très gagnant et que ça avance. Merci, Mme Marchand. Peut-être le mot de la fin, Mme Phillips? Oui, Mme Marchand a certainement raison et je peux vous dire que de notre côté, de la MRC de Pontiac, on continue à travailler très proche avec nos partenaires du côté ontarien, particulièrement le comté de Renfrew, sur plusieurs projets en plein air, en tourisme, en agrotourisme. Puis, je trouve ça très intéressant et très agréable que les deux côtés, on sache qu'on doit continuer ces démarches ensemble et de travailler ensemble. Merci. Alors, écoutez, je remercie les trois participants au panel.